Angèle Dionne était une veuve bien en chair, à l'air revêche. Des lunettes à fine monture en fer dissimulaient mal un regard assez dur, accentué par une bouche aux lèvres minces. Par contre, Suzanne était une jeune fille de 18 ans, au visage mobile. Elle se donnait beaucoup de mal pour avoir l'air à la page. Après avoir été embrassée par sa sœur et sa nièce, Gina Deslauriers ne put s'empêcher de faire une remarque moqueuse à son neveu en le voyant s'approcher d'elle. « Ma foi du bon Dieu, mon Maurice, c'est rendu que tu m'aimes sans bon sens pour venir me voir à l'hôpital 2 fois dans la même journée. Je serais mourante, je finirais par croire que tu veux que je te mette sur mon testament. » « Voyons, ma tante, » protesta Maurice Dionne, gêné par la remarque. « Il tenait absolument à nous accompagner, » fit sa mère en se laissant tomber sur la chaise placée au pied du lit de la malade. « Ah oui, pourquoi ?» fit la quinquagénaire d'un air goguenard. « Ben, je voulais vous voir, puis je me suis dit que je pourrais peut-être tenir compagnie à mademoiselle Jeanne pendant que vous seriez de la visite, ma tante. » s'empressa d'intervenir le jeune homme. « À condition que ça la dérange pas trop, » ajouta-t-il, en se tournant vers la jeune fille qu'Angèle Dionne dévisagea un bref moment sans vergogne. « Vous avez eu une bonne idée, » fit la jeune malade, contente d'avoir quelqu'un à qui parler. Sans y être invitée, Suzanne quitta immédiatement le chevet de sa tante et s'avança près du lit voisin à la suite de son frère pour se présenter. « Je m'appelle Suzanne Dionne. Je suis la sœur de Maurice. Jeanne Sauvé. »« T'as quel âge ?» demanda la jeune fille en passant sans aucune gêne au tutoiement. « 18 ans. Et toi ?» ?»« On a le même âge. »« Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» demanda Suzanne en s'assoyant sur l'une des chaises placées au chevet de la jeune patiente. Son frère prit possession de l'autre, se contentant d'écouter l'échange entre les deux jeunes filles. « J'aide ma mère à la maison. L'ouvrage manque pas. On est 8 chez nous. J'ai une sœur mariée qui reste à Québec avec son mari, et j'en ai une autre qui est maîtresse d'école. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je suis remailleuse de bas de nylon. »« C'est difficile ? » ?»« Non. Mais ça prend de bons yeux, et c'est dur pour le dos de passer 12 heures par jour, 6 jours par semaine, assise à faire les mêmes gestes. » Pendant qu'Angèle Dionne écoutait sa sœur lui raconter à mi-voix les mesures prises par sa fille Berthe pour lui faciliter la vie lors de son retour prochain à la maison, les 3 jeunes gens tenaient une conversation à bâtons rompus. « À la chope, on est presque 100 filles. Toutes des filles à la mode, qui veulent avoir le temps de profiter un peu de la vie avant de se marier, » chuchotait Suzanne de manière à ne pas être entendue par sa mère et sa tante. « Tu comprends ? Elles veulent pas être comme leur mère, des femmes pognées avec une tralée d'enfants, obligées de servir leur mari comme des esclaves. » En entendant sa jeune sœur parler ainsi, Maurice ne put réprimer une grimace de mécontentement. « Nos mères sont pas si mal prises que ça, » fit remarquer doucement Jeanne Sauvé. « Ça dépend, » rétorqua Suzanne avec conviction. « Depuis l'année passée, les choses sont supposées avoir changé. Je sais qu'à cette heure, les femmes ont le droit de voter aux élections. » Jeanne et Maurice eurent une moue pour signifier qu'ils ne considéraient pas la chose comme très importante. « Remarque que ça changera peut-être pas grand-chose pour nous autres, si cette loi-là est pas mieux appliquée que celle du salaire minimum, » concéda Suzanne Dionne en grimaçant. « Par exemple, mon boss, lui, refuse de nous donner le salaire minimum et il se passe rien. »« Vous pouvez pas vous plaindre ?» demanda Jeanne Sauvé étonnée. « À qui veux-tu que les filles se plaignent? Tout ce qu'il nous dit, si vous n'êtes pas contentes de l'argent que je vous donne, les filles, vous avez juste à aller travailler dans une usine d'armement. » Le presbytère de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul était un beau bâtiment en pierre grise d'un étage érigé au coin des rues Follum et Sainte-Catherine.
Ses dimensions modestes ne lui enlevaient rien de son apparence cossue. Ses larges fenêtres s'ouvraient sur la rue Sainte-Catherine et sur une cour arrière ombragée par des érables et cernée par une haute clôture en bois de près de 12 pieds de hauteur. En outre, c'était le seul édifice du quartier dont le sous-sol était en partie transformé en un garage intérieur. Bref, rien ne laissait deviner que cette maison, dont l'étroite pelouse était protégée par une petite clôture en fer forgé, abritait le presbytère de l'une des paroisses les plus pauvres de Montréal. Luxe remarquable, chacune des 6 marches de l'escalier extérieur conduisant à la porte d'entrée était couverte d'un épais tapis en caoutchouc. En ce dernier lundi de novembre, le ciel charriait de gros nuages gris et le froid était mordant. Il ne faisait aucun doute que la neige allait se mettre à tomber sous peu. Au presbytère, l'atmosphère était lourde dans la salle à manger. Pendant son dîner, le curé Perrault, assis au bout de la longue table de chêne, n'avait pas adressé la parole une seule fois à ses 2 vicaires. Il arborait sa mine renfroignée des mauvais jours. À la vue de la ride profonde qui barrait son front, les abbés Laverdière et Dufour se faisaient aussi discrets que possible, tout en sachant fort bien qu'ils n'échapperaient pas à la colère de leur supérieur s'il avait quelque chose à leur reprocher. Damien Perrault était le maître des lieux, et il ne le laissait ignorer à personne. Ce grand curé, âgé d'une 50aine d'années, au ventre avantageux et à la voix puissante, avait la réputation justifiée d'être hautain et intransigeant. Fils unique d'une famille à l'aise d'Outremont, il était persuadé que l'archevêché gaspillait ses dons exceptionnels d'organisateur et d'administrateur en le maintenant depuis près de 10 ans à la tête de cette paroisse défavorisée. Il rêvait encore d'un poste à la hauteur de ses compétences. En attendant, il s'attachait à maintenir une distance acceptable entre ses 2 vicaires et lui. Ils étaient ses subordonnés et ses 2 fils d'ouvriers n'appartenaient pas au même monde que lui. D'ailleurs, le curé Perrault ne fraternisait avec aucun de ses paroissiens. Quand arrivait sa journée de congé hebdomadaire, il sortait du garage la grosse Buick noire offerte par ses parents et il prenait la direction de son chalet de Contrecœur. Dès la seconde semaine de mai, la température se mit résolument au bout fixe et le soleil brilla alors de tous ses feux. La niveleuse municipale s'activa plusieurs jours pour remplir les fondrières produites par les dernières pluies dans les rues de la coopérative et les ménagères se mirent à pester contre la poussière soulevée par la circulation. Cette poussière s'infiltrait partout et surtout salissait les fenêtres. Ce mardi après-midi-là, Jeanne était de mauvaise humeur. Elle attendait le retour de Claude et d'André de l'école Saint-Léonard édifiée à près de 2 milles de la maison rue Collerette. Au début de l'après-midi, le directeur adjoint de l'école lui avait téléphoné pour la prévenir qu'il gardait ses 2 fils en retenue pour les punir d'être allés s'amuser, malgré son interdiction formelle, dans le cimetière paroissial situé tout près de l'école. Pire, on les avait vus arracher des fleurs de couronne mortuaire déposées au pied de pierres tombales. La porte d'entrée claqua au moment où la mère de famille s'apprêtait à étendre la nappe sur la table. Elle aperçut ses 2 fils, rouges d'avoir couru durant presque tout le trajet. « Vous 2, mes beaux niaiseux, vous êtes chanceux d'arriver avant votre père, » leur dit-elle sévère. « C'est pour ça qu'on a couru, » répondit Claude avec une certaine effronterie. « Il y a déjà ben assez que le gros Robert nous ait gardés en retenue pour rien sans, en plus, en manger une en arrivant ici. »« Comment ça pour rien? » « Ben, il a cru ce que des gars lui ont dit. Mais c'était pas vrai. On n'est jamais allé jouer dans le cimetière et on n'a pas pris de fleurs. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ces fleurs-là? »« Vous n'êtes pas allé dans le cimetière? » demanda leur mère sceptique. « On est passé par le cimetière. C'est pas la même chose. On est tannés, nous autres, de marcher comme des fous pour aller à l'école. C'est bien plus court quand on coupe par le cimetière. C'est défendu, Claude Dionne, m'entends-tu? » fit sa mère en élevant la voix. « Ben oui, je vous entends. C'est facile de défendre ça quand on a un char et qu'on marche pas ce qu'on a à marcher 4 fois par jour. Nous autres, on fait pas de mal à personne et on touche à rien quand on passe par là. Maudit! On le mangera pas, ce cimetière-là. En tout cas, vous avez bien vu que vous gagnerez rien à faire les têtes de cochon, finit par dire Jeanne à ses 2 fils. L'école le défend. Vous avez pas le choix. En attendant, dépêchez-vous d'aller porter vos affaires en haut avant que votre père soit là. » Pendant que les 2 garçons prenaient bruyamment d'assaut l'escalier qui conduisait à l'étage, leur mère s'avouait soulagée de voir qu'on avait commencé la construction de la nouvelle école Pie XII au bout de la rue Lavoisier quelques jours auparavant.
Son Denis n'aurait pas à marcher aussi loin pour aller à l'école en première année, l'automne suivant. À l'extérieur, il y eut un crissement de pneus sur le gravier de l'allée, suivi presque immédiatement par le claquement d'une portière d'auto. « Bon, pas un mot là-dessus à votre père, » dit Jeanne à ses deux fils de retour au rez-de-chaussée. « Vous le connaissez, ça va l'énerver pour rien. À partir de demain, je ne veux plus vous voir passer par le cimetière. Vous partirez plus de bonne heure pour arriver à l'école à temps. Un point, c'est tout. » Maurice n'entra pas tout de suite dans la maison. Il fit d'abord le tour de son terrain pour vérifier l'état de son gazon. Il revint ensuite près de la vieille Dodge. « Jeanne, dis à Claude de venir me donner un coup de main !» cria-t-il à sa femme qu'il avait vue passer devant la fenêtre de la cuisine. Claude vint rejoindre son père et l'aida à tirer du coffre de la voiture une demi-douzaine de sacs lourds qu'ils déposèrent ensuite dans la vieille brouette qu'André était allé chercher dans la cabane de jardin. « Qu'est-ce que c'est, pa ?» demanda Claude. « C'est bien pesant. Du fumier de mouton. Avec ça, tu vas voir qu'on va avoir le plus beau gazon du coin. » Un peu avant 11 heures, Maurice éteignit le téléviseur et descendit au rez-de-chaussée en compagnie de Jeanne. La maison était totalement silencieuse. On n'entendait que la fournaise dans le sous-sol dont le moteur venait de se mettre en marche. Un peu plus tôt dans la soirée, Denis avait été le dernier à se mettre au lit dans le grand dortoir à l'étage et Maurice avait encore baissé le volume du téléviseur pour permettre à ses fils de dormir. Le mince rideau qui séparait la salle de télévision du dortoir n'empêchait pas la clarté de l'écran d'éclairer un peu la pièce voisine. Maurice s'assit sur le palier de l'escalier conduisant au sous-sol pour retirer ses chaussures et ses chaussettes et s'empressa de fermer la porte pour empêcher l'odeur nauséabonde dégagée par ces dernières d'envahir le couloir. Après être passé aux toilettes, il s'arrêta une seconde devant le thermostat pour le régler à 55 degrés Fahrenheit pour la nuit, puis pénétra dans sa chambre à coucher. Jeanne l'attendait pour une courte prière du soir avant de se mettre au lit. « J'espère que t'as pas trop baissé la température, » dit-elle à son mari au moment où il se glissait sous les couvertures à ses côtés. « Inquiète-toi pas pour ça, » rétorqua Maurice en remontant les couvertures jusqu'à la hauteur de ses oreilles. Un instant plus tard, au moment où Jeanne allait sombrer dans le sommeil, elle entendit la voix de son mari lui dire en parlant de Claude : « Je me demande juste ce que l'autre tata a d'intelligent à faire dehors à une heure pareille. » Le père de famille était ainsi fait qu'il ne parvenait pas à dormir paisiblement avant que son dernier enfant soit rentré au bercail. Jeanne avait beau lui répéter qu'ils étaient maintenant bien assez vieux pour qu'on cesse de s'inquiéter à leur sujet, rien n'y faisait. Il avait tendance à couver ses enfants, mais il ne l'aurait jamais admis devant personne. Plus tard, Maurice s'éveilla en sursaut. Il venait d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir puis se refermer sans faire beaucoup de bruit. Il attendit un instant dans le noir pour s'assurer d'entendre le déclic du verrou poussé par Claude. Il jeta un coup d'œil au réveil matin posé sur le bureau. 00:30. Pendant un bref moment, il eut la tentation de se lever pour aller reprocher à son fils de 24 ans de réveiller toute la maisonnée en rentrant à une pareille heure. Le temps de se décider à rejeter les couvertures, il était déjà trop tard. Les marches de l'escalier conduisant au dortoir grinçaient sous le poids du couche-tard. Furieux, il se retourna plusieurs fois dans son lit avant de se résoudre à se lever finalement pour aller fumer une cigarette dans la cuisine. Lorsque ses pieds nus touchèrent le parquet, Maurice eut un violent frisson tant il était froid, mais le goût de griller une cigarette fut plus fort que celui de rester bien au chaud sous les couvertures. Il se leva, prit son paquet de Rothman et son briquet au passage sur le bureau et se rendit dans la cuisine. Avant de s'asseoir dans l'obscurité, dans sa chaise berçante placée près de la cuisinière électrique, il jeta un coup d'œil dans l'allée pour s'assurer que Claude n'y avait pas stationné sa coccinelle. L'allée était déserte, mais il la découvrit toute blanche. En regardant le halo de lumière produit par les lampadaires du boulevard Lacordaire, il s'aperçut que la neige s'était mise à tomber lentement. « Sacrement !» jura-t-il entre ses dents. « Je vais encore être pogné pour pelleter les entrées de l'école en arrivant là-bas. » Il s'assit, mécontent, et il alluma une cigarette dont il aspira profondément la première bouffée.